Présentation s'intitule SAPPM, les secrets méconnus pour optimiser vos processus de gestion de maintenance par Mme Annie Bouchard, conseillère principale chez STI Maintenance. Je vous la présente. Annie Bouchard est conseillère en formation SAP chez STI Maintenance, où elle cumule plus de 13 ans d'expérience spécialisée dans le module PM de SAP. Titulaire d'un baccalauréat en sciences en éducation Titulaire d'un baccalauréat en sciences de l'éducation et formée en technologie de l'information, Mme Bouchard accompagne au quotidien les organisations dans l'implantation, l'optimisation et l'adoption des meilleures pratiques en gestion de la maintenance assistée par SAP. Mesdames et messieurs, Mme Annie Bouchard. Alors, bonjour, je suis heureuse d'avoir l'occasion à nouveau de pouvoir participer à Maintenance, au Congrès Maintenance Québec. J'avais donné une conférence il y a quelques années sur l'importance de la formation. Excusez-moi, je me suis étouffée. Donc, puis aujourd'hui, j'ai encore l'occasion de venir devant vous. Moi, juste pour on m'a présenté, mais juste pour revenir un petit peu en arrière sur mon parcours, effectivement, j'ai un bac en éducation, en informatique et j'ai toutes mes années de formation de pratique aussi en mécanique. Fait que c'est pour ça que vous comprendrez que je suis, au bout de 25 ans d'expérience avec SAP, je suis depuis les 14 dernières années, je me suis dédiée quasi à la totalité au module PM, parce que dans le fond, c'est mes anciennes amours, c'est la mécanique, je m'y sens bien. Donc, qu'est-ce que je fais normalement dans mon quotidien, dans ma vie, dans le cadre de mes fonctions? J'ai commencé par être un programmeur dans SAP, un configurateur. J'ai participé à plusieurs implantations là, de GMAO, de SAP dans différentes entreprises. Par la suite, avec mon bac en éducation puis ma grande gueule, je suis devenue formateur. Donc, je donnais beaucoup de formations. J'ai monté des programmes de formation dédiés au module SAP PM. Donc, et avec le temps et la sagesse et ainsi de suite, l'expérience qui s'est accumulée avec les années, en côtoyant différentes entreprises, différents utilisateurs, mais j'ai acquérir davantage aussi d'expérience et de connaissances qui fait en sorte que, oui, je donne encore de la formation, j'aide mon équipe à monter les programmes de formation, je donne encore beaucoup de coaching, mais ce qui s'est ajouté dans les dernières années, ce sont que maintenant, j'offre mes services, moi et mes collègues, à faire des audits SAP, SAP PM. Qu'est-ce que c'est ça à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va dans les entreprises et on va aller voir comment est bâti, comment est monté, configuré leur module SAP PM pour voir, entre autres, OK, ils ont configuré leur système de telle manière, donc ils ont accès à différentes fonctionnalités. Mais par contre, est-ce que les utilisateurs utilisent, est-ce qu'ils les connaissent, ces fonctionnalités-là? Est-ce qu'ils les utilisent convenablement? Et on va essayer de voir où est-ce qu'on peut les pousser. Finalement, on va leur faire des recommandations, puis on va les accompagner pour optimiser l'utilisation de leur module SAP PM. D'accord? Et aujourd'hui, dans le fond, vous savez, je ne voulais pas vous donner de formation parce que j'ai un petit 40 minutes à moi. Donner une formation SAP, on aurait vu une transaction puis on aurait fini notre 40 minutes. Donc, j'ai décidé plutôt de me concentrer sur des points parfois simples ou majeurs que je constate lorsque je fais des audits. Puis je me suis dit, tiens, aujourd'hui, sans même aller dans votre entreprise, je vais vous partager les points principaux que je constate où il y a place à l'amélioration ou qui vont peut-être vous allumer une petite lumière pour que vous allez dire, je vais vérifier ça demain en retournant sur mon poste, ou ça va probablement vous amener à questionner votre équipe. Parce que je le sais qu'ici, il y a des directeurs de maintenance, il y a des superviseurs, il y a des planificateurs. Donc, peut-être que ça va animer des discussions, ça va peut-être vous pousser à aller faire vous-même les validations auprès de vos équipes, si c'est utilisé et comment c'est utilisé. Donc, je vous donne plein de petits quick wins aujourd'hui, quelques petites pistes à aller explorer
quelques petites solutions. Mais comme je vous dis, ce n'est pas de la formation en tant que telle. Par la suite, par contre, je vous dirai comment aller chercher l'information que vous aurez besoin si vous voulez pousser davantage vers les points que j'ai soulevés. Donc, là, c'est certain que ce que vous allez lire sur ces diapositives-là, vous n'allez certainement pas être surpris. C'est des choses que j'entends fréquemment. C'est que les défis liés à l'utilisation quotidienne de SAP PM. Moi, là, ça fait plus de 25 ans que je travaille avec SAP PM. C'est intuitif maintenant pour moi, c'est automatique, c'est dans ma tête, je navigue très bien, je suis très bien dans le système, même si je côtoie Maximo aussi, parce qu'on travaille aussi avec Maximo qui va très bien, d'autres systèmes. Mais je dois accorder, et voilà, les gens me disent souvent que il y a beaucoup de clics dans SAP, ce n'est pas intuitif, SAP. Je constate que les gens n'utilisent pas les fonctionnalités et les astuces de base de SAP, qu'on pourrait penser qu'au départ, dans une formation, les toutes premières heures de formation, on devrait penser que ça serait vu, que ce serait compris, ces fonctionnalités-là de base, mais non, malheureusement, ce n'est pas suffisamment contrôlé ou acquis par les utilisateurs. Puis, ce qui est triste aussi avec ça, c'est qu'on me dit souvent que les gens n'arrivent pas à accéder à l'information désirée, même si toutes les informations se doivent d'être dans le système normalement, bien, ils n'y arrivent pas. Fait que c'est souvent ça qui va faire en sorte qu'on va développer un petit système à côté ou on va se développer des Excel, des PowerPoint à côté parce qu'on n'arrive pas à aller chercher l'information. Pourtant, c'est un système extrêmement puissant. C'est un système qui est utilisé par plus de 90% des plus grandes entreprises dans le monde. Donc, je me dis, écoute, on a un petit problème, là, c'est le système qui n'est pas correct. Je ne vous dis pas qu'il est parfait, mais je pense que du côté utilisateur, si on parfait nos connaissances, on va chercher vraiment toutes les astuces que le système peut nous donner, mais ça peut devenir beaucoup plus agréable et beaucoup plus intéressant d'utiliser le système, d'accord? Fait que c'est sûr que suite à ces audits-là, puis quand je constate c'est ça, le manque un petit peu de connaissances de base, bien, c'est sûr que tout ça, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par des pertes de temps. OK? Fait qu'on fait beaucoup de saisies répétitives, des recherches inefficaces. On passe là, par, disons, je me dis tout le temps l'exemple du Saguenay parce que je viens du Saguenay. On passe par le Saguenay, on va vers Rimouski pour monter à Québec, alors qu'on aurait pu prendre le parc des Laurentides. Là, je donne souvent cet exemple-là, mais les gens font beaucoup de détours pour arriver à leur fin. D'accord? Pas parce qu'il n'y en a pas une autoroute qui nous apporterait direct au bon point, mais on ne le connaît pas. Et je dois vous accorder que oui, effectivement, c'est difficile. C'est un petit peu difficile de l'apprendre par soi-même SAP parfois s'il y a quelqu'un qui ne nous a pas déjà donné des pistes de solutions à explorer. Donc, perte de temps, perte d'efficacité, parce qu'évidemment, tout est plus long. Je ne vous cacherai pas que ça crée beaucoup de frustration. Souvent, je fais du support psychologique au travers les audits, parce qu'on a beaucoup de découragement de certaines ressources. Contournement des outils externes, puis on va créer des outils externes. Beaucoup de création chacun va se créer dans un département un fichier Excel, un outil Excel. L'autre département, lui aussi, son fichier Excel. Finalement, quelqu'un part en vacances, mais comment on fait pour supporter ce fichier Excel-là? Puis finalement, l'information devrait être dans le système et se retrouve autour du système, fait qu'on perd un peu de qualité de données et on perd des données à ce moment-là. Donc, on devient un peu plus friable à faire confiance aux rapports par la suite qui vont sortir du système. Donc, là, j'y vais vraiment, je répète, je vous ramène des points que je vois souvent, puis je veux juste vous lancer ça. Prenez ça en note, allez dans vos organisations, validez que c'est fait, que ça se fait. Et si ça ne se fait pas, sachez que ça se fait, puis je vous donnerai des petites pistes à la fin, comment aller chercher l'information pour comprendre, pour savoir comment le mettre en pratique dans votre entreprise. Donc, ça, là, c'est tout simple. Vous allez me dire, probablement, pour certains d'entre vous qui sont très confortables dans SAP, vous ne me croirez pas, mais ce que je veux apporter par là, c'est qu'il y a consulter là, vos informations en un clic, c'est-à-dire que il y a beaucoup de problèmes d'inscrire continuellement les mêmes critères de recherche. On a différentes transactions dans SAP dans lesquelles il faut rentrer des critères de recherche.
Faut, par la suite, quand on les exécute, bien, là, on a une variante d'affichage qui ne nous convient pas. Fait qu'on va ajuster nos totaux, on va ajuster nos colonnes, on va aller chercher les informations qui nous manquent. Des fois, on va l'exporter pour pouvoir associer avec un autre fichier, ainsi de suite. Donc, ce que je me rends compte, c'est que les gens là, ne maîtrisent pas les favoris. Que ce soit dans une version avec Fiori, que ce soit encore avec le GUI, que ce soit avec Ascatana qui s'en vient, les gens, ça c'est de base, mettre des transactions dans des favoris, adapter ton écran d'accueil où tu devrais avoir tes jetons favoris qui sont programmés, qui sont configurés à ta sauce, toi, comme utilisateur, parce que ça, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les gens, oui, la configuration SAP, mais par la suite, toutes ces petites astuces-là pour le personnaliser à ta sauce, elles sont accessibles aux utilisateurs. Oui, les gens du projet vont te livrer un SAP avec une image, avec une configuration X, mais vous restez quand même en mesure de pouvoir l'adapter à vos besoins. C'est là que c'est ça que les gens ne savent pas souvent, puis vous n'êtes pas hors la loi si vous le faites, mais c'est juste qu'on ne sait pas comment le faire, puis on ne l'utilise pas au maximum. Donc, personnaliser là, les favoris, mettre nos transactions, quand on ouvre notre favori dans notre tableau de bord, ou que ce soit dans le GUI traditionnel, les mettre dans les favoris, mettre nos transactions, les renommer pour que ça nous amène vraiment une signification intéressante pour nous. Se créer des variantes de sélection, c'est-à-dire que oui, moi, quand je clique sur mon jeton, que je clique sur mon bouton dans SAP, que ça m'ouvre un écran de sélection, mais qui arrive avec mes critères que j'utilise couramment, quotidiennement, qui sont déjà programmés. Je vais sauver énormément de temps. Fait que oui, je sais qu'il y a beaucoup de planificateurs ici. Les planificateurs, je ne m'en cache pas, c'est souvent mes meilleurs utilisateurs parce qu'ils en font au quotidien du SAP. Mais j'ai des superviseurs, j'ai des directeurs, j'ai d'autres personnes qui y vont moins fréquemment et qui n'ont pas pris ou personne n'a pris le temps avec eux de configurer tout ça, qui fait en sorte qu'ils sont soit aux dépens d'un planificateur ou d'un autre utilisateur qui est beaucoup plus à l'aise dans le système, ou qui va dépendre, il va se mettre à rentrer l'information dans un calepin, dans un Excel à côté. Donc, vraiment, ne prenez pas ça comme acquis que tout le monde maîtrise les favoris, les variantes de sélection qui peuvent nous être, on peut en créer plusieurs, mais on peut en avoir qui nous arrivent par défaut, puis aussi toutes les variantes de mise en forme. Les gens arrivent par défaut, je vous dis, on déploie SAP, on a un SAP, on a une variante, on a des critères qui nous sont arrivés là par défaut parce que le projet, ils ont voulu être gentils, ils nous ont mis des choses par défaut. On a une mise en forme qui arrive par défaut, mais c'est possible que nous, dans notre quotidien, finalement, ça ne nous convienne pas totalement. Fait qu'on vous avez la possibilité de faire en sorte, aller voir, d'aller explorer les colonnes, les informations supplémentaires que vous pouvez faire des tris, faire des sous-totaux. Vous avez toute cette possibilité-là, mais ne la répétez pas à chaque jour. Enregistrez, vous pouvez faire en sorte que cette mise en forme-là va arriver par défaut. OK? Fait que juste ces astuces-là, si vous faites en sorte que ce soit partagé aux différents utilisateurs, que vous assurez que même des fois, ça peut être juste dans un workshop, qu'on s'assure de partager ça, puis de monter à niveau les utilisateurs pour qu'ils aient tous des favoris, des variantes de sélection qui vont arriver de façon automatique avec des critères, une mise en forme qui va arriver de façon automatique. Bien, ça va faire que je vais avoir mon superviseur qui va être capable de peser sur le piton en arrivant à 5 heures le matin, qui va voir son calendrier, va voir l'avancement de ses travaux. J'ai un mécano, un électro qui va pouvoir être dans le système, voir c'est quoi la cédule de la journée. J'ai des gens, des directeurs qui peuvent consulter l'information. Fait que tout ça, si on met ça en place, mais ça fait en sorte que les gens sont beaucoup plus autonomes dans la recherche, la consultation de l'information. Et en plus, on va probablement avoir déjà appliqué certains standards. D'accord? Puis on évite de créer d'autres systèmes à côté que nous allons devoir entretenir de façon non officielle. OK? Fait que puis, surtout, on gagne énormément de temps. OK? Fait que ça, j'avais mis un petit tableau comme ça, mais comme dans Fiori, mais juste pour vous rappeler que oui, tout ça, ça se programme, on peut renommer, on peut mettre les pastilles qu'on veut dans notre tableau. Tout ça, ça se fait. Ça, c'est de façon Fiori, mais dans le GUI traditionnel, c'est
totalement facile de le faire aussi comme ça. Fait que gardez juste ça en tête que ce qu'on vous donne par défaut, quand il y a un déploiement, que ce n'est pas non plus coulé dans le ciment. Vous avez toujours la possibilité de le mettre un peu à votre main et ce n'est pas de la configuration SAP. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un du corporatif qui va venir vous aider à adapter vos choses parce que ça, normalement, ce sont des transactions qui sont plus ouvertes aux utilisateurs. Donc, c'est possible là, de les mettre un peu plus à votre main. Gagner du temps, OK. J'y vais rapidement sur celui-là. Puis j'ai mis des petites affaires techniques parce que je me suis dit que si ma présentation est disponible, vous êtes disponible, bien à ce moment-là, vous pourrez reprendre ces petits mots-là pour aller dans votre système puis retrouver l'information. C'est qu'il y a aussi, il ne faut pas oublier que quand on nous livre un système, il est un peu dans nos paramètres personnels vanille. OK? Donc, c'est à nous après d'aller s'amuser pour aller rentrer des critères par défaut. Dans les paramètres utilisateurs, c'est possible d'aller, vous dites, moi, je n'ai pas le goût qu'à chaque fois que je fais une réservation, puis une commande, d'avoir à préciser mon point de déchargement. Parce que moi, je travaille dans un secteur, puis c'est toujours le même point de déchargement. Des fois, ça change. C'est rare, mais c'est souvent le même. Bon, je vais en mettre un par défaut. Fait que quand je vais faire une réservation, mon point de déchargement va arriver. Ah, mon nom d'utilisateur, de réceptionnaire, je pourrais faire en sorte qu'il soit aussi par défaut parce qu'à 98 du temps, c'est moi. Si, quand je vais arriver dans mon écran, ce n'est pas ça, je pourrais toujours le changer au besoin, mais je me dis, gagnons du temps. Évitons des clics supplémentaires, puis allons rentrer des informations par défaut. Même chose, ma division, mon numéro d'usine, division de planification, de localisation, ainsi de suite, c'est toujours la même. Allons le mettre dans les critères par défaut. Quand on passe par les paramètres utilisateurs, la différence avec une variante de sélection, quand on exécute une transaction, c'est que ces valeurs-là vont être applicables à toutes les transactions. Donc, vous allez ouvrir la transaction, ces valeurs-là vont arriver de vos paramètres, elles vont déjà être complétées dans les champs. Fait que vous n'avez pas besoin de les répéter dans chaque transaction pour enregistrer une variante de sélection. Fait que ça vaut, je vous dirais, là, juste ça, quand je vais avec des utilisateurs, que je prends le temps de paramétrer ce qu'on appelle dans le jargon SAP leur PIN. Juste pour ça, ils me disent, Annie, juste pour ça, tu es venu, c'est correct. Tu viens de me gagner tellement du temps, tu viens tellement de m'aider. Bravo, OK, même si je n'apprendrais rien d'autre du restant de la journée, juste ça, ça vient de changer ma vie. Et ça, d'accord, il ne faut pas le négliger. Oui, on a les planificateurs, les superviseurs, les fiabilistes, mais les gars de plancher, ceux qui ont à réserver des pièces, ceux qui ont à remplir leur feuille de temps, d'avoir ton matricule qui arrive par défaut, ton profil de saisie qui arrive par défaut, ton nom d'utilisateur, bien, ça rend l'utilisation du système un peu plus facile, un peu plus friendly. Donc, on facilite, on évite des clics. Les gens aiment ça. Ça les encourage aussi à utiliser le système. Maintenant, je veux vous ramener plus sur des points, OK? Des choses que je me fais souvent demander. Peut-être que vous allez me dire, bizarre, mais peut-être que d'autres vont s'y retrouver. Mais souvent, très souvent, je me fais demander, les gens, je constate qu'ils ont de la difficulté à retrouver certaines informations quand même de base, OK, rapidement, d'exécuter des transactions qui peuvent leur permettre de faire des suivis adéquats, OK, adéquats sur la gestion des travaux, sur leurs travaux. Au niveau des avis, dans SAP, on a 2 documents distincts, contrairement aux d'autres GMAO. On a les avis qui nous permettent de faire une demande et on a l'ordre de travail sur lequel on va planifier le travail. Donc, pour les avis, OK, ça, je vous dis, qu'est-ce que je constate dans les audits? C'est que, attention, par défaut, quand on exécute les transactions qui nous permettent d'aller consulter la liste des avis, souvent, cette transaction-là va arriver avec des dates par défaut. Des fois, ça va être 1 mois avant, 2 mois après. Des fois, les gens vont l'avoir changé pour mettre 1 semaine avant, 1 semaine après. Première erreur que je constate, c'est que les gens, à un moment donné, ils ont eu plusieurs demandes, mais là, ils ne les traitent pas tout de suite. Puis, ils gardent toujours la date automatique. Fait qu'à un moment donné, ton avis que tu as eu il y a 2 ou 3 semaines, elle ne rentre plus dans tes critères de sélection, tu ne la vois plus. Et là, c'est là que je m'aperçois que quand je suis assis avec l'utilisateur, puis je lui dis, regarde, on va enlever les dates où on va mettre des dates très larges de sélection. C'est là que je retrouve énormément d'avis
une banque d'avis terrible, non traités. Ça veut dire parce que je ne les vois plus. Mes critères, je les ai mis automatiques, mais je ne les vois plus. Donc, je me rends compte que j'ai énormément de demandes. Des demandes qui viennent parfois de la production, qui viennent des mécanos, des électros, qui viennent un peu, qui avaient déjà soulevé le problème dans le passé. Fuite, frottement, fumée, tu sais, qui nous ont soulevé des problèmes, mais qu'on a laissé dans la liste d'avis, puis avec le temps, on les voit plus, on les oublie parce que les dates ont été créées dans le passé, puis ça vient plus se sélectionner selon les critères de date automatiques. Et j'ai vu des problèmes arriver en usine parfois, ou des petits conflits ou des prises de bec qui ont eu lieu, entre des fois des gens qui ont dit « Écoute, moi, je l'avais soulevé le problème. » Mais non, ils ont eu un bris, ils ont une panne. Oui, j'avais créé des avis. Puis quand on va voir l'historique des avis, bien, on les retrouve. Mais ils sont non traités, ils sont restés dans le passé, ils n'ont pas été pris. Fait que faites attention dans ces transactions-là d'avis. Assurez-vous toujours, s'il vous plaît, de mettre même si vous voulez avoir les plus récentes, même mettez des dates larges, mais par contre, utilisez d'autres critères. Dites, je vais prendre des dates très, très larges, mais exclue-moi les avis qui ont un ordre affecté. Fait que dans le statut exclusif, dans les critères de sélection, je dis, enlève-moi les OAFF. À ce moment-là, je m'assure de toujours avoir dans ma liste les avis qui ne sont pas traités, qui sont encore actifs, mais qui ne sont pas traités. Fait que je vous le dis parce que j'ai vu beaucoup de choses passer, des bris qui sont arrivés suite à des événements, des demandes qui n'ont pas été prises en compte. OK? Donc, avoir des gaps très larges, mais si on utilise d'autres critères pour voir, je veux voir juste les avis non traités, qui n'ont pas d'ordre affecté. Fait qu'à ce moment-là, ça va vous permettre, ça va vous éviter d'oublier certains avis dans le passé. OK? Et j'aime bien aussi, lors d'avis, dans la liste d'avis, dire au planificateur, n'oubliez pas d'ajouter la colonne de criticité de vos équipements, la fameuse colonne qui s'appelle code ABC, parce que ça va vous aider à faire un choix plus judicieux dans la priorisation des travaux, des avis, si vous êtes dans le rush, à prioriser. Fait que moi, si j'ai un avis qui m'arrive sur un équipement qui est de criticité 4, qui est très élevé, qui est critique, mais c'est sûr que je vais probablement le prioriser dans le traitement avant un autre avis, ainsi de suite. D'accord? Donc, ça peut être... Puis, on pense toujours aussi au fait que, oui, j'ai peut-être un planificateur qui est dans un secteur depuis très longtemps, qui est très à l'aise dans ses baskets, il part en vacances 2 semaines, 3 semaines, quelqu'un vient le remplacer. Le nouveau qui vient, là, lui, il n'est pas aussi à l'aise dans votre liste. Fait qu'on va s'assurer que lui, quand il va prendre votre liste d'avis, il va se dire, OK, là, j'ai juste les avis qui sont non traités. OK? Et en plus, OK, il y a la colonne criticité, ils sont triés aussi par criticité. D'accord. Si je comprends bien, je vais débuter par eux, puis après ça, je vais poursuivre avec les autres. C'est juste des petites astuces que je vous donne, mais c'est ce que je vois qui a rapporté énormément dans des secteurs, dans des industries, d'adapter leur consultation d'information. Quand on parle des travaux hebdomadaires puis l'avancement, OK? C'est sûr que c'est primordial. Je ne doute pas des planificateurs qui ont une variante, qui travaillent, qui préparent le calendrier dans SAP, qui ont une variante qui va leur donner qui va leur afficher le calendrier des travaux de la semaine en cours ou de la semaine qu'ils ont à préparer dans la prochaine semaine. Mais rappelez-vous que si moi, je suis superviseur, que je suis directeur, que je suis technicien et que je voudrais faire un quick check dans le calendrier, bien, il n'y a pas de raison pour que j'attende que mon planificateur m'envoie dans un Excel, qu'il a exporté dans un Excel la planification. Elle est toujours là. Il suffit d'avoir une bonne variante de sélection. Il peut même vous partager sa variante de sélection. OK? Puis, vous la mettez dans vos favoris. À chaque matin, vous rentrez, vous pouvez consulter le calendrier hebdomadaire et son avancement avec le statut sur les opérations. Je vous dirais même qu'il y a des secteurs que tout ce qu'ils font, le superviseur le matin, à son ligne, il ouvre son écran, il ouvre son SAP, clique sur son favori, il voit le calendrier, puis avec les gars, il fait le tour des jobs prévus aujourd'hui. Puis entre-temps, bien, fort possiblement qu'il va y avoir des petites urgences qui se sont ajoutées, mais on part vraiment de là, on ne fait même pas appel à des Excel ou des extractions. Tout y est pour suivre le calendrier, pour suivre son avancement. D'accord?
Donc, une fois de plus, évidemment, je m'assure toujours d'ajouter la colonne de criticité des équipements, parce qu'avec la criticité et la priorité, bien, s'il arrive des urgences, c'est ceux qu'on veut annuler en dernier, habituellement. D'accord? Fait que c'est important. Fait que c'est les points majeurs que je vois. L'autre, au niveau du calendrier des travaux préventifs à venir, quand on parle du calendrier maître, je suis surprise du nombre de personnes, souvent quand je vais en entreprise, qui n'ont pas de visibilité sur leur calendrier maître dans SAP. Pourtant, il y en a des belles transactions qui nous donnent une belle visibilité sur le calendrier de prévention, le calendrier maître, le calendrier de préventif. Moi, je regarde les gens de Rio Tinto, là, ici, parce qu'avec des départements des usines au Saguenay, vous êtes à Sorel, je crois, mais j'ai mon collègue Robin qui travaille avec vous beaucoup. Nous, c'est automatique, on a fait des belles configurations qui fait en sorte qu'au moins minimum, une fois par année, c'est sûr qu'en décembre, on sort le calendrier maître de tous les secteurs qui nous permet, parce qu'on l'a trié par semaine calendaire, qu'on a mis toutes les opérations, on a demandé à voir les opérations, les estimés d'opérations, on a fait des sous-totaux par quart de métier pour voir combien d'heures étaient calculées et prévues pour chaque travaux. Puis en faisant des sous-totaux par semaine, en plus, ce qui arrive, c'est que je suis capable de voir pour ma prochaine année toutes les dates d'inspection, de préventif qui sont prévues sur mes différents équipements et je suis capable de voir est-ce que j'ai des pics, est-ce qu'il est bien lissé, mon calendrier. OK? Parce que je suis supposée être capable de me dire, parce que c'est sûr que si en pleine semaine de la construction, je vois 1000 heures de préventif, puis que j'ai la moitié de mon effectif de disponible parce que tout le monde est en vacances, c'est pas possible. Fait que ça, en le sortant au minimum en début d'année pour le visualiser, s'assurer qu'il est bien lissé, bien, ça va me donner le temps à ce moment-là aussi de faire des modifications dans les appels de plan à venir pour ajuster, pour dire, ah, OK, on va ajuster les dates d'appel de plan pour qu'on soit beaucoup plus équilibré dans la charge de travail, ce qui va nous permettre de respecter nos dates d'inspection puis nos temps de réalisation. D'accord? Parce que ce n'est pas vrai que si j'ai 1000 heures de préventif, puis j'ai 200 heures de disponibilité de main-d'œuvre, que je vais faire tout mon préventif. Ça, c'est du préventif que je vais devoir repousser à d'autres semaines qui n'étaient pas prévues dans ces semaines-là, puis ainsi de suite. Donc, ne sous-estimez pas, OK? Là, j'ai mis la transaction IP19 parce que ça, c'est dans le GUI traditionnel, mais c'est la même chose dans Fiori. Vous avez accès à tout ça, OK? Fait que d'utiliser ces transactions-là, d'utiliser dans les critères de sélection de ces transactions-là, de dire oui, je veux tout le détail. Je veux les opérations, je veux l'estimation des heures, je veux voir le matériel, je veux voir la semaine calendaire. Fait que là, ça va vous permettre de faire des tris et des sous-totaux incroyables qui vous permettent de faire un maudit bon bout de chemin pour suivre votre calendrier de préventif, votre calendrier maître à venir. Tout ça, c'est là-dedans, mais je vois tellement d'entreprises qui gèrent ça dans un Excel à côté, tout simplement parce qu'ils ne sont méconnaissants de ces transactions-là et de comment ils peuvent les configurer pour les utiliser convenablement. Fait que ce que je dis, évidemment, je ne vous montre pas comment le faire aujourd'hui, mais ce que je vous dis, c'est que ça se fait dans le système. Donc, allez explorer comment je pourrais l'appliquer chez nous, dans mon entreprise. D'accord? Ensuite, un autre petit point, quand on parle d'optimiser les données pour augmenter en efficacité, d'accord? Je vais commencer par parler de bonifier les nomenclatures de pièces. Les nomenclatures de pièces, dans SAP, on a des arborescences de nos postes techniques, nos équipements, puis on a la possibilité d'aller attacher sous ces équipements-là et postes techniques des nomenclatures de pièces. Avoir une bonne nomenclature de pièces, c'est extraordinaire. Je vous le dis, c'est extraordinaire. Ça facilite les réservations de pièces sur ordre parce que ce que les gens ne savent pas parfois, c'est quand tu as une belle nomenclature de pièces, à partir d'un ordre de travail, il y a un petit bouton qui est en bas ou qui est en haut, selon votre version de SAP, qui vous permet d'ouvrir l'arborescence, sélectionner les pièces que j'ai besoin, bang, ça arrive sur mon ordre, c'est prêt. Imaginez, vous n'avez même pas besoin d'aller chercher dans un catalogue. Vous n'avez pas besoin d'aller fouiller c'est quoi les pièces parce que vous les avez déjà. Vous faites juste les draguer dans votre ordre de travail. D'accord? Fait que c'est extraordinaire.
Ça justifie aussi la mise en inventaire des pièces parce que souvent, on se fait challenger. On ne veut pas trop d'inventaire. Donc, mais on se fait challenger, mais d'être capable de justifier que ces pièces-là sont linkées à tel équipement, puis là-dedans, j'en ai des critiques, mais c'est pour ça que ça me les prend en inventaire. Sans ces informations-là, c'est plus dur d'aller débattre notre point. OK? Puis ça, des choses comme ça, moi, je parle des SAP, mais c'est la même chose pour n'importe quel GMAO. Assurer, bien évidemment, ça assure de réserver et de commander les bonnes pièces parce qu'on a mis les bonnes pièces dans la nomenclature, on a les bons numéros. Ces numéros-là sont linkés à un numéro de pièces manufacturier avec un fournisseur, et ainsi de suite. Donc, ça évite beaucoup d'erreurs. Puis, ça permet aux équipes d'être plus efficaces. Là, je veux vous parler d'une initiative qu'on a eue dans une usine, justement, une aluminerie au Saguenay, avec quelques secteurs. On a décidé, on excluant moi, là, mais le secteur a décidé de bonifier leur nomenclature d'articles. Fait qu'on a dit, OK, on regarde notre arborescence, puis prenons le temps, on y met le temps, l'argent pour vraiment travailler sur nos arborescences, nos nomenclatures de pièces. Fait qu'on est devenu avec des belles nomenclatures, bien triées, significatives, ce qui était extraordinaire. Et par la suite, on est allé former les gens, mécanos, électro, les soudeurs sur le plancher. Ça leur a permis d'être tellement plus autonomes parce que là, on leur a montré à comment, entre autres, vous manquez de pièces, allez pas voir le planificateur. Rendez-vous pas au magasin directement sans réservation. Ils ouvrent leur ordre, ils vont sur leur onglet composants, ils ouvrent le bouton, ils voient toute la nomenclature de pièces. Qu'est-ce qui me manque? Toc, 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 toc. Ah, c'est ajouté automatiquement sur mon ordre. Ça part au magasin en réservation. Il arrive au magasin. Le magasinier est super heureux parce que lui, il a reçu une réservation. Le gars, il est super heureux parce qu'il n'a pas attendu après le planif et après quelqu'un d'autre. Il ne se fait pas refuser. Puis en plus, il va avoir la bonne pièce et on ne perd pas de temps à essayer de chercher c'est quoi le numéro de la pièce. OK? Donc, honnêtement, cette initiative-là, on a pris des mesures avant et après l'avoir mis en branle, puis ça a augmenté comme de quasi 70 l'efficacité de ces équipes-là. Beaucoup de temps qui a été sauvé pour le planificateur, les équipes heureuses, autonomes, magasiniers heureux. Fait que ça a été nommé bon coup par les employés et bon coup par la direction. Fait que je me dis que c'est un réel bon coup. Donc, tellement que maintenant, on a commencé l'initiative, on l'a fait dans d'autres secteurs parce qu'ils ont reconnu le plus-value de mettre l'énergie à bâtir des belles nomenclatures d'articles. Et quand je vais faire des audits, malheureusement, trop malheureusement, la majorité des gens vont me dire ouais, j'ai une nomenclature de pièces, mais elle n'est pas fiable. Elle n'est pas complète, elle n'est pas fiable, il y a des erreurs. Donc, c'est difficile pour eux d'utiliser toutes ces opportunités-là dans le système. Prochain, dont je voulais vous parler, qui ressort souvent, c'est de bonifier les informations sur les postes techniques et les équipements. OK? Parmi vous qui avez SAP, est-ce qu'il y a des gens ici qui savent si vous utilisez les classes et les caractéristiques sur vos postes techniques et vos équipements? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui? Vous commencez? OK. Vous aussi, vous les utilisez. Ça, c'est une excellente nouvelle. OK? C'est quelque chose aussi chez d'autres clients qu'on a commencé à mettre en branle parce que les classes et caractéristiques, c'est sous-estimé, c'est pas souvent utilisé, malheureusement, c'est sous-utilisé, puis ça peut être extraordinaire parce que ça nous permet de classifier puis de caractériser des postes techniques. Donc, je donne un exemple. Oui, sur mon poste technique, les informations de base, je vais avoir un titre, je vais avoir un centre de coût, je vais avoir toutes sortes, mais où est-ce que j'indique que ça, c'est un équipement de levage? Les équipements de levage, j'en ai partout dans mon usine, ils ne sont pas juste dans un secteur. Ou est-ce que c'est un équipement sous pression, ou peu importe. Fait que je peux créer des classes, des caractéristiques, et je vais les associer à mes postes techniques, mes équipements. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, je vais être capable de faire une sélection d'ordre de travail en utilisant ces caractéristiques-là. Je pourrais aller dans mon calendrier maître et demander, je veux voir c'est quoi les inspections à venir pour tous les postes techniques, tous les équipements qui sont de telles caractéristiques, qui ont telle classe. Fait que ça vous permet d'avoir une meilleure visibilité, d'accord, sur vos entretiens pour
des caractéristiques, des spécifications précises qu'on a rajoutées sur les postes techniques. Et ça, ce n'est pas nécessairement la configuration. Ça peut être mis à jour sur les postes techniques, d'accord? C'est sûr qu'il faut que ça soit activé, mais pensez à valider et ne sous-estimez pas la puissance des classes et caractéristiques, d'accord? Ajustez, prenez le temps d'ajuster les critiques, évidemment, sur vos postes techniques. Ça va aider énormément à prioriser les travaux. Je vous dirais même que pour certaines entreprises, on a mis en place des vigies qui font en sorte qu'ils vont chercher les ordres qui ont été faits. Ils font une vigie sur les ordres qui sont sur des équipements et des postes techniques critiques. Et ils regardent la priorité, puis ils regardent le délai. Ça a pris combien de temps faire le travail? Fait que ça, au bout d'un certain temps, mon ordre, là, le travail n'a pas été réalisé, mais j'ai un superviseur ou, en tout cas, les gestionnaires du secteur vont recevoir soit un SMS, soit un courriel pour dire « Attention, on a un job sur un équipement critique de priorité élevée qui n'est pas encore réalisé. » Fait que là, sauf que là, à ce moment-là, c'est pour ça que d'avoir tout ça, oui, on peut le faire à mi-temps en regardant les listes. Ça va nous aider à prioriser nos travaux, mais par contre, à ne pas négliger de revoir la codification de la criticité sur nos postes techniques. Attacher des documents. N'oubliez pas que sur vos postes techniques, vos équipements, vous pouvez attacher des documents. Fait que, tu sais, des documents, des plans, des documents techniques que souvent vont se retrouver dans des cartables ou vont se retrouver ailleurs. Puis là, tu dis, bon, OK, là, j'ai un ordre de travail, il me manque l'information. Oh, j'ai le numéro du dessin, j'ai le numéro qui est écrit dans la description du poste technique, mais oui, OK, il faut que j'aille chercher. Bien, il y a moyen de scanner ces documents-là. Il y a besoin de les importer soit dans SAP puis de les attacher directement à vos équipements, fait qu'ils vont être accessibles de façon beaucoup plus rapide. Il y a moyen soit de les importer justement dans SAP, de les attacher, ou tout simplement de créer un lien sur ces équipements-là qui va pointer sur le répertoire des documents. Okay? Il y a différents types de documents dans SAP, mais ça, c'est fort utile parce que je le vois, j'ai des gens de plancher qui travaillent, qui ont besoin, qui cherchent des informations. Il n'y a pas si longtemps, il y a quelqu'un un samedi soir qui m'a appelé, pas moi, qui a appelé le superviseur il cherche une valve, il est nouveau dans le secteur, il cherche une valve sur l'équipement qui doit fermer. Non, ben, je ne sais pas, puis il est où le plan? Appelle le technicien, puis finalement, le technicien est rendu 11 heures, il dit, bien, tu as juste à double-cliquer sur le poste technique. Ton plan, là, il est attaché à ton poste technique. Ah, OK, ça, il l'avait. Fait que ça, ne pas négliger là, la gestion des documents, puis de les attacher, puis de les mettre au bon endroit là, sur nos équipements puis nos postes techniques. Ensuite, bien évidemment, de créer des nouveaux postes techniques, des équipements ont besoin pour enrichir toute notre arborescence. Souvent, si vous êtes en déploiement, c'est le temps ou jamais d'y mettre l'énergie là, pour bâtir une belle l'arborescence parce que c'est la fondation de tout le reste, OK? Tout le reste, les coûts, le suivi des travaux, ainsi de suite. Mais si par hasard, ce n'est pas complet, souvent, je vais à des endroits où il y a des nouveaux équipements. Ils disent, on s'est fait livrer les équipements par l'équipe projet, mais ce n'était pas dans leur mandat de rentrer ces informations-là dans SAP. Puis l'équipe technique dit, oui, mais moi, je n'ai pas pensé, puis je ne savais pas, puis ce n'était pas prévu. Fait que là, on a quelques équipements dans le secteur, mais qui ne font pas partie de l'arborescence. Fait que c'est important soit de prendre entente avec l'équipe du projet pour dire, bien là, prévoyez du temps, de l'argent pour qu'on le fasse, mais c'est important de mettre à jour à ce moment-là notre arborescence, autant pour décommissionner des postes techniques, des équipements qu'on n'utilise plus, que pour rajouter les nouveaux qui vont venir s'ajouter suite à des projets, entre autres. Puis les plans d'entretien, okay, puis les gammes opératoires. Les plans d'entretien, les gammes opératoires, c'est le nerf de la guerre pour la maintenance préventive. OK? C'est ce qui va faire en sorte que ça va déclencher, ça va créer des ordres de travail au moment opportun. Mais au moment opportun, si la date d'appel est bonne. Je vous dis, si à un moment donné, je vous ai parlé tantôt du calendrier de préventif, mais encore, il faut ajuster nos dates d'appel. Fait que je pourrais avoir un ordre de préventif. Ce préventif-là est en retard. Je le fais, c'est aux 3 mois, je le fais 2 mois plus tard. Si je ne vais pas ajuster mes appels à venir, bien l'autre, le prochain va se créer beaucoup trop tôt, puis vice-versa. Et là, je rentre dans une boucle sans fin.
Donc, prenez le temps à ce moment-là d'aller sur votre plan d'entretien, faire nouveau début pour juste réajuster les futurs appels pour qu'à ce moment-là, on s'assure que les ordres vont recommencer à être générés au moment opportun parce que sinon, les planificateurs, les gens se ramassent avec une boulette d'ordre de travail qui sont arrivés trop tôt, les dates sont trop tôt, ils doivent modifier manuellement. Puis si le moindrement, vous avez des KPI, bien, ils vont vous dire que vous n'avez pas fait les inspections au bon moment, même s'il y en a juste un que vous n'avez pas fait au bon moment. Si vous gardez les autres qui ont été générés trop tôt, vous allez être pénalisé. Donc, prenez le temps d'aller ajouter vos dates d'appel, valider la liste des plans désactivés. Regardez vos plans. Quand on fait la liste des plans, on consulte les plans de notre entreprise, plan d'entretien. Prenez le temps de mettre la colonne statut du plan. Et là, vous pourriez avoir des surprises. Il y en a, vous allez voir, qui sont au statut désactivé. Et là, tu dis, oui, mais désactivé, mais le statut supprimé n'est pas là. Pourquoi il est désactivé? Donc, pour toutes sortes de raisons. Des gens qui se disaient justement, mes appels ne sont pas ajustés, puis là, je suis tannée. Je suis tannée, l'ordre est tout le temps généré trop tôt, je vais le désactiver pour qu'il arrête de me générer des ordres pendant un bout. Là. Mais qu'est-ce qui arrive? On oublie de le réactiver, souvent. Ou, moi, j'ai des remorqueurs, des fois, au port, qui partent en cale sèche pendant quelques semaines. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir l'inspection hebdomadaire qui va être générée à toutes les semaines. Donc, je pourrais le désactiver pour dire, bien, écoute, je ne veux pas avoir des ordres pendant cette période-là. Le problème, c'est très, très dangereux de désactiver un plan. Puis, je vous le dis, il y a des plans qui ont été désactivés, que les gens ne sont pas revenus en poste, il y a eu des changements de poste qu'on a oubliés. Donc, il y a des entretiens préventifs qui auraient dû être faits des fois aux 2 semaines. Au bout de 8 mois, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas été faits. Et là, il arrive des bris, parfois, ça crie fort. Parce que ça peut être des bris majeurs, ça occasionne des pertes, des pannes. Donc, qu'est-ce que je vous suggère de faire à ce moment-là? OK, conseil d'amis. Plutôt que de désactiver, changez l'appel. Mettez-le, je vais faire un nouveau début. Si je pense que mon remorqueur il va revenir dans 3 mois, faites un nouvel appel pour dire, je vais l'appeler pour dans 3 mois. Pour que ça recommence dans 3 mois. À ce moment-là, si dans 3 mois, mon remorqueur n'est pas venu, je préfère annuler un ordre que d'oublier de réactiver un plan et que ça fasse des dommages majeurs à ce moment-là dans le futur. Donc, je vous dis, désactiver, juste avoir le statut désactivé, posez-vous la question pourquoi il est désactivé. Peut-être qu'on voulait le supprimer, mais dans ce cas-là, allez apposer aussi le statut supprimé sur le plan. Comme ça, il n'y aura pas de doute dans l'esprit de personne, OK? Parce qu'il y a beaucoup de conversations qui partent de ça quand je sors la liste des plans désactivés. Alors, évidemment, on va ajuster les fréquences aux besoins. Puis, pensez des fois, il y a une petite astuce, c'est d'identifier sur les plans les inspections légales. Fait que ça vous permet, on sait qu'il y a des choses, tout ce qui est en lien avec les équipements de levage, les sous-pressions, souvent, on dit que sont gérés par des procédures légales et ISO. On ne veut pas les manquer, on veut les identifier rapidement. On sait que si je suis superviseur de maintenance, ceux-là, je les priorise dans ma semaine de travaux, je ne peux pas les bypasser. Bien, d'avoir pris le temps dans mon plan d'activer la case qui me permet de dire que ça, c'est un entretien légal, mais à ce moment-là, sur mon ordre, ça va s'afficher aussi. Fait que quand je vais regarder la liste de mes travaux, je vais pouvoir rapidement les identifier, ces travaux-là, puis savoir que ceux-là, je ne peux pas en tout cas, je les repousse le moins possible. Fait que pensez, c'est une fonctionnalité sur les plans. Puis effectuer, bien, finalement, je dis par finir, effectuer les corrections nécessaires pour les rendre plus efficaces. OK? Donc, si vous voyez que l'estimation de mes opérations n'est pas bonne, je suis planificateur, je suis obligé de changer à chaque fois l'estimation, je suis obligé de changer le poste de travail, je dois ajouter du matériel, bien, plutôt que refaire ces modifications-là à chaque fois que je reçois l'ordre, bien, faites-le à la source. Faites-le à la source, faites-le dans la gamme puis le plan, comme ça, la prochaine fois, bien, écoutez, vous n'aurez plus besoin de changer. OK? Donc, ça, c'est une autre petite astuce. On essaye de gagner du temps puis éviter des clics. Puis, finalement, terminer, comment je peux augmenter les connaissances? Moi, je vous garoche tout ça parce que vous prenez ça en note puis dire, OK, je vais partir dans mon entreprise, je vais valider si on le fait pas, ainsi de suite. Je vais poser des questions à mon monde. Oui, il y a tout ça. Bien, c'est sûr que comment on peut faire pour bonifier nos connaissances dans SAP pour s'assurer que
on utilise au mieux le système. Bien, c'est sûr que de suivre une formation avec un programme qui est développé par profil puis par sujet, c'est l'idéal. D'accord? Je vous accorde que malheureusement, toutes les entreprises n'ont pas la chance d'avoir un programme comme ça. Ils ont été formés à l'implantation, tout le monde est parti, puis ils n'ont pas accès à ce programme-là. Mais ça se fait. Vous pouvez faire appel à des firmes extérieures, informez-vous. Des fois, au corpo, ils ont des services. Parfois, vous avez beaucoup de documentation, mais que vous ne connaissez pas, mais qui sont sur des répertoires de votre entreprise. Mais pensez à la formation. Sinon, même ne faire que des sessions de travail là, dédiées au partage de connaissances. Des workshops, dire, OK, nous, là, une fois, là, aux 6 semaines, on se rencontre les planificateurs, puis là, on parle de différents sujets. Puis là, il y en a toujours un qui est meilleur que les autres. Des fois, il a travaillé dans une autre entreprise où il a vu quelque chose qui se faisait, bien là, il va le ramener aux autres à ce moment-là. Fait que ça nous permet de faire une mise en commun de connaissances, puis de monter l'équipe en connaissances à ce moment-là. Ça, vous pourriez avoir de très belles surprises dans des ateliers de workshop. Puis évidemment, bien, s'il y a des astuces qui sont communiquées par des gens, justement, qui vous arrivent avec des astuces qu'ils ont découvertes ou qui ramènent d'ailleurs par des expériences du passé, bien, des fois, de penser à faire une petite capsule, un petit document pour l'envoyer dans une communication aux autres, ça peut être extrêmement bien. Vous pouvez évidemment demander à quelqu'un d'aller faire un audit, de vous accompagner dans un audit dans votre entreprise pour identifier toutes les fonctionnalités qui sont existantes, qui ne sont pas utilisées ou qui pourraient être optimisées, de voir qui pourrait vous faire des propositions comment optimiser l'utilisation du système. C'est sûr que c'est très bien, là, je le sais pour en faire. Puis finalement, bien, écoute, négligez pas l'intelligence artificielle parce que demandez à ChatGPT comment créer une variante pour telle transaction avec telle chose. Donnez-y vos critères, vous pourriez être surpris de comment il peut vous sortir la procédure, comment faire. Okay? Comment créer une caractéristique dans SAP, vous pourriez être surpris. C'est une bonne base. C'est une bonne base, vous êtes mal pris, vous n'avez personne, let's go. Je l'ai essayé, puis vous pouvez trouver l'information intéressante, d'accord? Puis évidemment, bien, c'est sûr que si vous avez des questions, moi je reste au kiosque, je suis avec le kiosque STI, avec mes collègues, fait que vous pouvez toujours venir nous voir, là, je pourrais vous donner plus d'informations. Mais pour finir, parce qu'il me reste 57 secondes, les bénéfices d'un SAP PM optimisé, je voudrais juste vous rappeler que d'avoir des bonnes données dans un système, c'est votre système. Qu'est-ce que ça peut faire? Bien, c'est sûr que ça va améliorer la fiabilité et la disponibilité de vos équipements, de vous assurer que tout le monde utilise correctement le système, qu'on rentre les données, qu'on rentre des données de qualité, réduction de coûts. Okay, parce qu'il y a beaucoup moins de réactifs, on va être capable, avec des bonnes données, de faire des meilleures prédictions aussi, de suivre de façon beaucoup plus efficace notre calendrier maître, de mieux prioriser nos travaux, d'accord? De donner des outils aussi à nos usagers pour être capable de faire le suivi de toutes ces données-là dans le système, puis de faire en sorte que tout le monde applique les standards. Bien, c'est génial. Évidemment, une meilleure planification, prévisibilité, des meilleures prises de décision grâce à des données fiables. Puis évidemment, bien, c'est certain qu'une augmentation des durées de vie des actifs parce que votre outil est supposé vous aider à optimiser la durée de vie de vos actifs. D'accord? Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. C'est plein d'informations que je vous ai crachées comme ça dessus, que je vous ai bourré le crâne dessus. Mais c'était juste pour vous donner des petites pistes. Je voulais vous donner des quick wins de ce que je constate tellement souvent en entreprise pour aller titiller maintenant dans votre SAP. Puis si vous voyez des choses que vous ne faites pas, que vous pourriez faire, bien, allez cogner à des portes dans votre entreprise pour aller chercher l'aide, les connaissances pour pouvoir les appliquer. Oui. Bonjour, Pierre Laberge. Bonjour. Merci, très bonne présentation. Merci. On utilise SAP, on a une historique qu'on doit corriger, là, c'est loin d'être parfait, mais on travaille à l'améliorer, ce qui est une bonne chose. On a un héritage qu'on travaille avec à l'améliorer. Par contre, là, présentement, là, j'ai vu les travaux hebdomadaires, on parlait de ça pour les planificateurs. J'ai eu des palpitations avec Excel, là, parce que là c'est tout partout. Là. On fait les travaux de la semaine, puis là, le manpower, la main-d'œuvre est dans un autre document, l'Excel. On génère ça pour le fournisseur, pas pour le fournisseur, mais l'exécution.
Là, je regarde des pistes de solutions, mais est-ce que vous croyez que Prometheus peut être un bon ajout pour augmenter l'efficacité des plans planificateurs? Oui. Je veux dire que oui. Les expériences que j'ai vues avec Prometheus, excellent outil. Okay. C'est puissant. C'est puissant, c'est excellent. Ça se connecte super bien avec SAP. J'ai rarement eu des critiques négatives, là. Je l'ai utilisé aussi pour l'avoir vu et pour l'avoir paramétré aussi à la source. Puis c'est un excellent outil. Puis avec la nouvelle version S4, est-ce que ça s'implante bien aussi? Ou... Il est supposé. Je l'ai moins vu. OK? Je dois être honnête, je l'ai moins vu. Je vais avoir l'occasion de le voir là, dans les prochains mois. Mais j'ose croire qu'ils se sont adaptés. Puis je ne suis pas inquiète. Je suis pas inquiète parce que la base dans SAP des données, ça reste la même. C'est vraiment plus au niveau du traitement des données qui est différent à l'arrière. Fait que je ne suis pas inquiète. Puis c'est quand même une entreprise qui suit la route habituellement. Oui, j'ai une liste de 10 questions. Non, oui. Mais dernière question, vous avez parlé des techniciens qui vont faire des recherches de pièces, puis on n'est pas là, j'aimerais aller là un jour. J'ai beaucoup de débats aussi, de bonnes discussions là, avec justement la Master Data et ces choses-là. Le niveau des licences, est-ce que les organisations que vous faites, est-ce que les techniciens ont des licences? Parce qu'il y a toujours le coût relié à la licence. Est-ce qu'il y a des licences génériques? Parce que là, c'est un débat, puis on a une limitation budgétaire. Là, c'est sûr qu'effectivement, avec SAP, vient avec des licences, OK? Par personne, mais ça vient aussi par nombre de transactions. Hein? Fait qu'il faudrait voir, tu sais, j'aurais besoin de tant de licences, mais qui me donne juste une portion de l'accès à l'information. C'est sûr que ça, vous pourriez l'explorer. Les licences génériques, c'est toujours... je pense qu'il y en a quelques-unes, mais c'est toujours un débat. Ouais, mais là, je ne sais pas. Merci. J'y crois. Autre question? Non? C'est la fin de l'après-midi. Je vous laisse aller à la pause. Je crois que c'est la pause, hein? Bon. Merci à vous.